Bonjour, Bonjour. Bonjour. merci de vous être connectés nombreux pour la présentation du 6e rapport annuel du Haut Conseil pour le climat, qui va vous être présenté par Madame la Présidente Corinne Lequerret, accompagnée de Sophie Dubuisson-Kellier et de Valérie Masson-Delmotte, ainsi que Jean-François Soussana. Madame la Présidente, la parole est à vous. Alors, troisième essai, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, alors allons-y. Je, je recommence. Merci de votre présence. Je suis Corinne Lequerret. J'ai présidé la première mandature du Haut Conseil pour le climat qui s'achève avec la publication de son 6e rapport annuel qui vous est présenté aujourd'hui. Je suis accompagnée donc de Jean-François Soussana qui prend la présidence du Haut Conseil pour le climat pour la seconde mandature, de Sophie Dubuisson-Kellier et Valérie Masson-Delmotte, membre du Haut Conseil. Pour rappel, le Haut Conseil pour le climat est un organisme neutre et indépendant qui est inscrit dans la loi relative à l'énergie et au climat de 2019. Il a pour mission principale d'évaluer l'action publique en matière de climat, couvrant la trajectoire de baisse des émissions, les puits de carbone, l'empreinte carbone, l'adaptation au changement climatique, ainsi que l'impact socio-économique des actions. Le HCC met en perspective l'action de la France par rapport à celle des autres pays. Le gouvernement présente ensuite au Parlement et au CESE dans les 6 mois une réponse au rapport qui vous est présenté aujourd'hui. Les travaux présentés aujourd'hui sont basés sur l'ensemble des informations disponibles au 31 mai. Nous avons prévu un temps questions-réponses après la présentation qui durera environ 40 minutes. Vous pouvez tout de suite poser vos questions dans la chat. Je vous prie de diriger vos questions uniquement sur le contenu du rapport. Merci. Je passe d'abord la parole à Valérie Masson-Delmotte. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Je veux vérifier que cela fonctionne. Donc, ce 6e rapport aborde en premier lieu les impacts du changement climatique et les besoins d'adaptation en France, en examinant comment la population et les activités économiques sont exposées à ces impacts. Donc, le contexte est qu'au niveau mondial, le réchauffement dû à l'influence humaine s'est produit à un rythme encore plus élevé au cours de la dernière décennie qu'auparavant, et le niveau de température au niveau planétaire a atteint un nouveau record en 2023. En France, l'année 2023 est la deuxième plus chaude enregistrée, après et proche du niveau de 2022. Au cours des derniers 10 ans, la France a fait l'expérience de l'aggravation des impacts du changement climatique, dû à l'augmentation de l'intensité des vagues de chaleur, de la sécheresse agricole, des conditions chaudes et sèches propices aux incendies de végétation, de l'intensification des pluies extrêmes et différents types d'inondations. Ces événements climatiques extrêmes à fort impact ont mis en évidence des vulnérabilités importantes, notamment en matière d'approvisionnement en eau, en santé publique, pour la production agricole, pour certaines infrastructures, voire l'habitabilité de certains territoires. Et le Haut Conseil climat souligne que plusieurs limites des capacités de réponse ont été atteintes au cours des 2 dernières années, comme pour l'accès à la ressource en eau ou la lutte contre les feux de végétation.
Ces limites se traduisent aussi par des difficultés d'assurance, voire d'assurabilité de certaines collectivités territoriales. Les inégalités d'exposition face au changement climatique risquent de s'aggraver si les besoins spécifiques d'adaptation ne sont pas pris en compte, concernant les ménages, les entreprises, les activités professionnelles dans les différents secteurs et les territoires. Ces constats soulignent que des besoins d'adaptation importants existent déjà dans le climat d'aujourd'hui et ils vont s'accroître avec chaque incrément de réchauffement supplémentaire. Les besoins d'adaptation seront d'autant plus importants et coûteux qu'ils seront pris en compte tardivement. Cette année, le Haut Conseil climat souligne que les enfants sont particulièrement exposés aux risques climatiques, avec des impacts disproportionnés et des vulnérabilités spécifiques qui doivent être prises en compte, que ce soit pour leur santé ou pour la continuité de l'accès à l'éducation. Avec l'exposition accrue de la population et des activités aux risques climatiques qui s'intensifient, il devient crucial que l'action climatique protège efficacement les enfants, les ménages et les entreprises. Et malgré les avancées importantes, les efforts d'adaptation restent en décalage par rapport aux vulnérabilités et aux besoins. Les efforts des pouvoirs publics sont notables, avec la mise en place d'un service de l'État dédié au pilotage de l'adaptation, un centre de ressources dédié, des services climatiques, une mission adaptation et le développement d'une trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique, qui est essentielle pour éclairer, guider les besoins d'adaptation pour un climat qui va se réchauffer tant que la neutralité carbone ne sera pas atteinte au niveau mondial. Malgré les efforts faits par les pouvoirs publics, le décalage se creuse entre les besoins d'adaptation et les mesures mises en œuvre, car les aléas climatiques s'intensifient plus rapidement que les moyens mis en œuvre pour en limiter les impacts. La récurrence et l'accumulation des impacts liés aux canicules, à la sécheresse des sols, depuis 2010, illustrée sur cette figure, est éloquente, montrant l'augmentation de la surmortalité pendant les vagues de chaleur, le nombre de communes reconnues en état de catastrophe naturelle du fait de la sécheresse et les pertes financières associées pour les assureurs. La politique nationale d'adaptation peine à se développer et produire les transformations nécessaires pour anticiper les besoins, passer à l'échelle et protéger la population des impacts d'un climat en France à horizon 2100 atteignant 4 degrés, ce qui est en partie dû au retard dans la publication des documents cadres prévus par la loi. Donc on va maintenant passer à un autre aspect qui est le suivi des émissions nationales et le respect des budgets carbone. Donc, alors que le climat continue de se réchauffer 2 fois plus vite sur le continent européen qu'à l'échelle planétaire, le défi du maintien de la baisse rapide des émissions jusqu'à l'atteinte de la neutralité carbone à horizon 2050 reste à relever. C'est la condition clé pour limiter le réchauffement et l'aggravation des risques. Quand on examine les émissions de gaz à effet de serre de la France, on distingue les émissions brutes territoriales, les émissions nettes territoriales, qui tiennent compte de l'évolution du stockage de carbone dans les sols et les forêts gérées, et enfin l'empreinte carbone, qui tient compte du commerce international et des transports internationaux. On va d'abord regarder les émissions brutes, et la baisse des émissions brutes en France s'est amplifiée sur la dernière année, avec une baisse de 22,8 millions de tonnes équivalent CO2 en 2023, c'est-à-dire une baisse de 5,8% entre 2022 et 2023, sur la base des données provisoires du CITEPA. Cette baisse est plus de 2 fois supérieure à la baisse moyenne, qui était de 10,9 millions de tonnes sur la période 2019-2022. Une baisse des émissions est observée dans tous les principaux secteurs émetteurs et la plupart des sous-secteurs. Néanmoins, en plus de réduire ces émissions brutes, il est important d'augmenter le stockage de carbone dans les forêts et les sols afin d'atteindre la neutralité carbone des émissions nettes à zéro en 2050. Et vous pouvez voir que les puits de carbone se sont fortement réduits entre 2013 et 2017, oscillent autour d'une valeur de 20 millions de tonnes et demeurent fragilisés par les conséquences du changement climatique et ses effets sur les forêts. Enfin, je souligne que l'empreinte carbone de la France est 1,6 fois plus élevée que les émissions nationales territoriales. Elle inclut les émissions des transports aériens internationaux qui sont en hausse.
Alors, revenons sur les émissions brutes. Sur la baisse des émissions brutes en 2023, environ un tiers est attribuable à des facteurs conjoncturels que le Haut Conseil climat a quantifiés. Cela concerne la reprise de la production nucléaire suite à la maintenance d'une partie du parc en 2022, la hausse de la production d'hydroélectricité et de nouvelles capacités d'énergie renouvelable. Cela concerne aussi la baisse d'activité dans le transport de marchandises et l'industrie, la baisse structurelle du cheptel bovin, et ces facteurs, en 2023, ont été en partie contrebalancés par l'effet de l'hiver moins doux en 2023 qu'en 2022. D'autres éléments qui ont pu contribuer n'ont pas été quantifiés. Par exemple, le prix des engrais, le prix de l'énergie et leurs impacts. Donc, les 15,3 millions de tonnes qui ne sont pas attribuées à des effets conjoncturels peuvent s'interpréter comme la part maximale attribuable aux politiques publiques. Et la baisse, sans ces éléments, reste plus forte que la moyenne 2019-2022. Le deuxième budget carbone, 2019-2023, est le plafond d'émissions à ne pas dépasser qui a été inscrit dans les décrets relatifs à la loi énergie-climat de 2019. Ce deuxième budget carbone est en voie d'être respecté si l'on prend en compte les émissions brutes, c'est-à-dire hors utilisation des terres, changement d'affectation des terres, avec une marge d'environ 100 millions de tonnes. Cependant, le deuxième budget carbone qui couvre les émissions nettes, donc qui tiennent compte de l'effet net avec les puits de carbone des sols et des forêts gérés, est en voie d'être dépassé avec un dépassement estimé à 15 millions de tonnes. Enfin, au niveau sectoriel, tous les secteurs, sauf ceux des déchets et des puits de carbone, le secteur d'utilisation des terres et des changements d'affectation des terres, respectent leur budget carbone alloué. C'est dans les secteurs de l'agriculture, des transports et de l'industrie, c'est avec une faible marge, alors que dans les secteurs de l'énergie et des bâtiments, c'est avec une marge plus grande. Enfin, si l'on regarde le rythme de baisse des émissions brutes, il est supérieur à celui attendu sur la période du deuxième budget carbone, avec un rythme moyen constaté de 13,2 millions de tonnes par an, pour un rythme attendu de 10,4. Bien que le secteur des transports respecte son budget carbone, cela est dû en grande partie aux limitations des mobilités pendant la crise sanitaire Covid-19. Depuis 2019, le secteur des transports ne suit pas un rythme de baisse d'émissions suffisant par rapport à la trajectoire attendue. Alors, ces constats sont faits sur la base, comme je l'ai dit, des données préliminaires du CITEPA et devront être confirmés sur la base de données consolidées qui sont attendues l'année prochaine. La stratégie nationale bas carbone est en cours de révision et elle doit intégrer de nouveaux objectifs à horizon 2030. Les objectifs provisoires de 2030 du projet de SNBC 3 sont illustrés ici, avec les niveaux des troisième et quatrième budgets carbone actuels avant révision. Vous voyez que pour atteindre les objectifs 2030, le rythme de baisse des émissions doit atteindre entre 14,7 et 16,1 millions de tonnes par an en moyenne, de 2024 à 2030, pour les émissions nettes, y compris les puits de carbone. Cela correspond à un facteur d'accélération 1,3 plus élevé, 30% d'augmentation, par rapport au rythme de baisse des émissions constaté sur la période du deuxième budget carbone de 2019 à 2023. Donc, une des conclusions importantes de l'évaluation de cette année, c'est que la baisse des émissions pour l'année 2023 atteint le niveau requis, même en considérant les facteurs conjoncturels que le Haut Conseil pour le climat a pu quantifier. Ce rythme de baisse plus élevé en 2023 met la France dans des dispositions favorables à l'atteinte de ses objectifs de 2030, mais à une condition clé qui est la condition de maintenir ce rythme de décarbonation dans la durée. Et les conditions de réussite incluent l'accélération de la baisse des émissions dans le secteur des transports et des actions pour préserver le puits de carbone forestier. Je passe maintenant la parole au nouveau président du Haut Conseil Climat, Jean-François Souzana.
Merci Valérie. Nous allons donc revenir sur l'avancée des politiques publiques par secteur selon une méthode d'évaluation que le HCC a déjà établie l'an dernier. Donc passons au secteur des transports. Ce secteur est responsable d'un tiers des émissions de la France. Il entame sa trajectoire de décarbonation, mais il a déjà pris du retard sur les progrès attendus. Son rythme de baisse doit tripler pour atteindre les objectifs qui sont inscrits dans le projet de SNBC 3. On peut souligner que l'électrification des véhicules particuliers est en bonne voie, avec des aides qui sont ciblées vers les véhicules moins lourds et moins chers. Cependant, beaucoup d'entreprises ne respectent pas leurs obligations de verdissement de la flotte, ce qui limite la diffusion des véhicules électriques, notamment sur le marché de l'occasion, et donc restreint l'accès aux véhicules électriques plus abordables. On peut aussi dire que les politiques de report modal n'ont pas encore montré leurs effets. Il y a des investissements insuffisants dans les transports collectifs et un certain manque de cohérence. Les outils qui permettent de maîtriser la demande de déplacement restent largement à identifier. Pour le transport de marchandises, la motorisation alternative des poids lourds n'évolue pas. Il y a un changement d'échelle qui est nécessaire pour électrifier et décarboner les flottes. On va passer à l'agriculture. Pardon, on est sur l'agriculture. Merci. L'agriculture est responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre de la France. La coordination de l'action climatique pour l'agriculture et pour l'alimentation est indispensable afin de parvenir à une alimentation qui soit saine avec moins de produits à forte empreinte carbone. Malgré quelques avancées, les politiques agricoles ont été marquées par un recul de l'action publique climatique ces 12 derniers mois, dans un contexte paradoxalement d'impact climatique croissant. Par exemple, une maladie qui touche les bovins a été propagée du fait du changement climatique. Il s'agit de la MHE, la maladie hémorragique épizoonotique. Et le changement climatique permet aux moucherons vecteurs de survivre. On peut dire que la politique agricole commune, qui est adoptée, utilisée via le plan stratégique national, ne contribue en France que marginalement à la transition bas carbone et à l'adaptation. Le régime environnemental choisi par la France a un faible niveau d'exigence, il a été largement adopté et il a excédé l'enveloppe budgétaire qui lui était réservée. Et puis la fiscalité carbone touchant le secteur n'a pas pu être réformée et elle n'est actuellement pas cohérente avec celle des autres secteurs. Pourtant, il y a un potentiel important de réduction des émissions de méthane, de protoxyde d'azote via des options techniques qui ont un coût modéré, mais il nous manque un cadre d'action pour leur adoption par les agriculteurs. L'action publique alimentaire incite peu les acteurs intermédiaires, l'industrie, la distribution, la restauration, à développer une offre bas carbone et accessible. Et on peut souligner le faible revenu de certaines exploitations, l'inflation alimentaire et le développement de la précarité alimentaire. Le secteur est très vulnérable aux impacts du changement climatique, les besoins d'adaptation sont identifiés, mais l'opérationnalisation est trop restreinte avec trop peu de ressources. Passons au secteur de l'industrie. Dans ce secteur, la décarbonation est engagée, mais la baisse des émissions du secteur en 2023 peut s'expliquer pour moitié par la diminution de la production, due notamment à des prix de l'énergie toujours élevés. Les orientations s'appuient sur des financements dédiés, sur un mécanisme de marché, de SEC. Le secteur bénéficie d'un soutien de l'action publique important, complété par de récentes réformes réglementaires. Il y a eu un processus itératif de co-construction de la stratégie d'atténuation avec des feuilles de route industrielles qui a mené à la signature de contrats de transition pour réduire les émissions du secteur à l'horizon 2030. On peut dire aussi que les filières émergentes bas carbone ne sont pour l'instant pas encore suffisamment développées, par exemple le ciment bas carbone, le recyclage des matériaux de construction. L'adaptation de ce secteur est encore peu traitée et on pourrait avoir besoin de stress tests qui seraient utiles pour comprendre les impacts climatiques. Les pouvoirs publics affichent une volonté de lier transition et bénéfices en termes d'emploi, mais les leviers mobilisés sont faibles au regard des ambitions. Passons au secteur du bâtiment. Il poursuit sa décarbonation, mais les politiques actuelles n'enclenchent pas les transformations nécessaires à l'atteinte de la neutralité carbone. Il y a une stratégie marquée par un soutien au monogeste de rénovation, avec des aides centrées sur le changement des modes de chauffage pour aller vers l'électrification. C'est une stratégie qui permet de baisser les émissions, mais qui se fait au détriment de l'isolation, qui est nécessaire néanmoins pour atteindre un parc bas par carbone, limiter les besoins additionnels en électricité décarbonée et réduire la précarité énergétique.
Donc le soutien global à la filière de la rénovation a été renforcé, les aides publiques dédiées sont en hausse, mais les politiques publiques manquent de stabilité dans le temps, avec des annulations de crédits en 2024. La formation des professionnels, le contrôle de la qualité des travaux de rénovation sont nécessaires à la massification des rénovations. Le confort d'été est un peu mieux inclus maintenant dans les politiques d'adaptation des logements existants. La précarité énergétique continue d'augmenter. 79% des Français ont restreint le chauffage pour limiter leur facture énergétique, soit 10 points de plus qu'en 2022. Les politiques incitent surtout au changement du mode de chauffage et cela ne permet pas de lutter efficacement contre cette précarité. Passons au secteur de l'énergie. Celui-ci est au carrefour de la décarbonation des autres secteurs puisqu'il les alimente en énergie bas carbone. Il suit une trajectoire encourageante, mais sa contribution à l'atteinte des objectifs climatiques n'est pas garantie à long terme. On peut indiquer le décalage dans la publication des documents cadres légaux, dont la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui a un impact fort sur la mise en œuvre opérationnelle des politiques énergétiques. Et puis la stratégie de la France, axée sur le renouvellement du parc nucléaire, fait peser des risques sur la disponibilité en électricité décarbonée à l'horizon 2035, vu des temps longs de mise en œuvre et l'incertitude industrielle du secteur. Ces risques ne sont pas suffisamment compensés aujourd'hui par la croissance des énergies renouvelables. La sortie du gaz, qui devient la source d'énergie fossile très majoritaire, ne fait pas l'objet d'une stratégie précise et le développement du GNL, le gaz naturel liquéfié, est incohérent avec les objectifs climatiques. Il crée des risques aussi d'actifs échoués avec les terminaux d'importation. L'adaptation est prise en compte par les filières fortement exposées, comme le nucléaire, mais pas dans le projet de PPE. Je vais passer le secteur des déchets pour gagner quelques minutes et revenir sur le puits de carbone du secteur de l'utilisation des terres. Celui-ci, comme cela a été indiqué, demeure fragilisé par le changement climatique, sans suffisamment de soutien qui garantisse le renouvellement des écosystèmes forestiers. La baisse importante des puits de carbone du secteur est reconnue, de nombreuses actions sont mises en œuvre par l'État et les filières pour y remédier, mais elles ne sont pas encore à l'échelle. Il nous manque une stratégie d'ampleur ou un plan de régénération nationale des forêts, et il nous manque aussi une politique ambitieuse qui favoriserait le stockage de carbone dans les sols agricoles. Donc on peut dire que l'action publique est insuffisante pour répondre aux besoins d'adaptation et de régénération de la forêt, qui sont aussi les besoins d'adaptation, c'est la clé en fait du stockage. Et d'autre part, on favorise le bois énergie aux dépens de l'usage en matériaux à longue durée de vie. Les aides publiques, comme la fiscalité, sont peu conditionnées à la durabilité des pratiques sylvicoles. On encourage le maintien des prairies, mais pas suffisamment, et on doit avoir plus d'incitation au stockage de carbone dans les politiques agricoles. Donc on peut dire que les politiques publiques qui touchent le secteur forêt-bois intègrent les enjeux d'adaptation, mais les documents de protection contre les incendies sont encore loin des besoins. Le secteur fait face donc à de nombreux freins à la transition, les obstacles à la diversification, donc par exemple obtenir des forêts mélangées, mais c'est plus complexe pour la mécanisation, le morcellement de la propriété forestière, et puis des déséquilibres entre la faune sauvage et les peuplements forestiers. Voilà un petit résumé de ces chapitres sur les secteurs. Et je passe maintenant la parole à Sophie Dubuisson-Kellier. Merci. Bonjour, donc nous allons examiner maintenant le cadre d'action publique. L'analyse par secteur permet de constater que les politiques publiques connaissent des avancées significatives qui produisent des effets. Mais il reste des défis particuliers, notamment dans le secteur des transports, dans celui des puits de carbone, Jean-François l'a dit, et il reste aussi des marges de manœuvre dans les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, des bâtiments et d'énergie. On notera, et c'est une source d'inquiétude, que les dispositions législatives concernant l'action climatique prennent du retard. Cela fragilise l'action climatique et induit un risque de recul.
L'adoption des lois, la publication des décrets, l'élaboration des documents de planification comme la SNBC, le PNAC, la PPE sont urgentes. Il faut donner à chaque acteur la visibilité nécessaire pour agir en cohérence et dans la durée. Cependant, le cadre d'action publique évolue positivement. Le cadre d'action en matière de stratégie et de gouvernance apparaît fonctionnel et opérationnel, même s'il est en cours de révision. L'articulation des différentes composantes des politiques climatiques sous l'égide du secrétariat général à la planification écologique constitue un important facteur de cohérence. La politique économique se précise avec des efforts vers un alignement des instruments de politique économique avec les orientations des politiques climatiques. Mais les financements pluriannuels nécessaires ne sont pas encore garantis et les annulations de crédits nuisent à la stabilité des investissements. La formation professionnelle ressort dans plusieurs secteurs comme un levier transversal et une condition nécessaire à l'incorporation des enjeux de décarbonation. L'accélération des actions est limitée par un manque de compétences disponibles et c'est notamment vrai dans les secteurs de l'énergie et du bâtiment. L'adaptation des secteurs au changement climatique est trop disparate, peu opérationnelle, alors que c'est un prérequis pour que les mesures soient efficaces. La prise en compte insuffisante de l'adaptation et de la transition juste constitue un risque social et économique important, alors que de nombreux points d'attention demeurent quant à la situation des ménages et des entreprises. Par conséquent, le cadre d'action publique doit se consolider afin de maintenir un niveau de réponse au changement climatique à la fois suffisant et dans la durée. Sur la base de la perspective d'ensemble du cadre d'action publique et en notant que l'alignement de 4 secteurs est déjà cohérent avec l'atteinte des objectifs 2030, le Haut Conseil pour le climat conclut pour la première fois que l'objectif de réduction d'émissions de 2030 pour la France, attendu par le paquet Fit for 55, est accessible, mais à condition, et c'est une condition importante, de consolider le cadre d'action publique et de poursuivre les efforts actuels dans la durée. En effet, un renforcement des actions structurelles est indispensable, avec un cap qui doit être clair pour la décennie 2030-2040, pour se doter de la capacité d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. L'alignement des politiques en place avec l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 est pour le moment insuffisant sur la base des dynamiques constatées et des évolutions annoncées et des défis à relever. Les incertitudes principales concernent la faible visibilité de long terme sur le déploiement de la production des énergies renouvelables en complément du nucléaire, en raison notamment du retard dans l'élaboration de la PPE. Concerne également l'absence de garantie sur la reconstitution des puits de carbone forestiers fragilisés par le changement climatique, le manque de maîtrise de la demande en mobilité des personnes et des biens dans le secteur des transports, l'effectivité des conditionnalités climat et les prochaines évolutions de la politique agricole commune, associées au développement d'une offre alimentaire à plus faible intensité en carbone dans le secteur de l'agriculture. Et dans le secteur du bâtiment, la réorientation vers des rénovations performantes en complément de l'électrification du chauffage. Ces incertitudes doivent pouvoir être levées. Passons maintenant à l'action climatique internationale. L'UE vise à faire de le continent à atteindre la 2050 au sein d'une société durable, juste et prospère. Sa déclinaison se fait avec le paquet dit Fit for 55, qui vient d'appuyer la stratégie climatique de la France à l'horizon 2030. Il fournit une architecture cohérente de l'action avec des mesures de soutien, les fonds d'innovation et de modernisation ou encore le Fonds social pour le climat. Il fournit aussi un système d'échange de quotas d'émissions qui permet des baisses d'émissions à moindre coût et donne de la visibilité au prix du carbone. Il fournit enfin des politiques sectorielles qui garantissent l'alignement des actions avec les objectifs et la disponibilité de l'énergie décarbonée dans le temps. Mais sa mise en œuvre dépend désormais largement de la déclinaison qu'en feront les États membres au niveau national. Cette déclinaison doit tenir compte des contraintes pratiques et des préoccupations exprimées dans la mise en œuvre des politiques climatiques sur le terrain. Cela implique de sécuriser les financements nécessaires, de mettre en place des mesures de transition justes, et notamment la formation professionnelle, et également un meilleur partage de la valeur, avec un dialogue pérenne avec les acteurs. Une coordination européenne solide sera indispensable pour préparer les prochaines étapes de l'action climatique au niveau européen, soit une contribution CDN collective au rehaussement de l'action qui doit être présentée à la COP
2030 en 2025, le développement d'un plan européen crédible de sortie progressive des énergies fossiles et l'établissement de l'objectif de réduction d'émissions pour 2040, sur laquelle la France devra se prononcer. Dans son rôle d'évaluateur de l'action publique, le Haut Conseil estime que la France adopte des positions généralement cohérentes au niveau européen et international, mais que sa déclinaison nationale des objectifs collectifs déterminés au niveau européen est-elle insuffisante. Vu les retards législatifs importants dont nous avons déjà parlé, les risques sérieux sur la déclinaison des engagements en matière de coalition volontaire sur lesquels la France est engagée et sur la maîtrise de son empreinte carbone qui reste une source de préoccupation importante. Finalement, au niveau international, le bilan mondial montre que l'ambition mondiale doit être relevée pour tenir les objectifs de l'accord de Paris et sortir des énergies fossiles. Les engagements actuels des pays sont insuffisants pour respecter les objectifs de l'accord de Paris, soit de limiter le réchauffement bien en dessous des 2 degrés et le plus près possible des 1,5 degré. Le consensus de Dubaï, adopté à la COP28, geste les bases d'une feuille de route pour la sortie progressive des énergies fossiles, encourage le nucléaire aux côtés des énergies renouvelables. La transparence et la qualité des engagements sont à renforcer, c'est-à-dire le contenu des objectifs de neutralité carbone net zéro, les actions prises pour atteindre l'objectif de réduire de 30% les émissions de méthane d'ici 2030, le réalisme des objectifs de capture et de stockage de carbone et la contribution des puits de carbone aux objectifs de neutralité. Bref, il est nécessaire d'avoir un relèvement de l'ambition mondiale. Les efforts d'adaptation commencent à être institutionnalisés en France, mais restent en décalage par rapport aux vulnérabilités et aux besoins, alors que les impacts du changement climatique pour la société et les écosystèmes s'aggravent. Je repasse la parole à Corinne Lequéré. Merci. En guise de conclusion et recommandations, donc les conclusions principales du Haut Conseil pour le climat sont que les efforts d'adaptation commencent à être institutionnalisés en France, mais restent en décalage par rapport aux vulnérabilités et aux besoins, alors que les impacts du changement climatique pour la société et les écosystèmes s'aggravent. Les politiques publiques d'atténuation connaissent des avancées significatives qui produisent des résultats, mais elles ne sont pas suffisamment alignées avec l'objectif de neutralité carbone en 2050. La prise en compte insuffisante de l'adaptation au changement climatique et de la transition juste induit un risque social et économique important. Le cadre d'action évolue positivement. L'objectif de 2030 est accessible à condition de consolider ce cadre d'action publique et de poursuivre les efforts actuels dans la durée. Cependant, les décalages de calendrier législatif induisent un risque de recul. Dernier point de conclusion générale, le pacte vert de l'Union européenne et le paquet Fit for 55 viennent appuyer la stratégie climatique de la France à horizon 2030. Au-delà, la France devra se prononcer sur l'objectif pour 2040 proposé par la Commission européenne en soutenant une cible ambitieuse et réaliste afin de contribuer au renforcement de l'action climatique mondiale. Le Haut Conseil pour le climat a fait 4 recommandations d'ordre général. Premièrement, consolider rapidement le cadre d'action publique climatique, en particulier les documents législatifs cadres. Deuxièmement, protéger les ménages et les entreprises de l'intensification des impacts du changement climatique en renforçant l'adaptation pour anticiper les caractéristiques à venir d'un climat qui se réchauffe vite. Troisièmement, tenir le cap de la décarbonation dans la durée, ce qui réduit les risques climatiques, économiques et sociaux. Et finalement, soutenir la contribution française en vue des prochaines étapes de l'action européenne et mondiale en élaborant les trajectoires futures les plus réalistes et ambitieuses possibles pour la baisse des émissions et le renforcement des puits de carbone. Merci de votre attention. Nous allons maintenant passer à la période de questions-réponses. Je vais vous demander votre patience juste une toute petite minute pour qu'on se réorganise ici et on revient dans une demi-minute.
Alors, on ne vous voit pas par contre, il faut vraiment se serrer ici. Approche-toi. Approche. Pour la séance de questions, il était demandé de revenir sur le secteur des déchets qui a été passé rapidement. Donc je vais remettre le secteur des déchets pour un commentaire de ce secteur. À toi, Jean-François. Oui, merci Sylvain. Merci pour la question. Effectivement, je vais assez rapidement. Donc ce secteur des déchets, il affiche un retard par rapport à la trajectoire attendue. Peut-être qu'il faut que je parce que ça, je ne sais pas. Donc ce secteur, il affiche un retard par rapport à la trajectoire attendue. Ses émissions ne baissent plus en réalité depuis 2016 et il ne bénéficie pas d'une politique claire qui permettrait d'assurer le respect des objectifs qui ont été fixés pourtant par la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la LTECV, qui est la feuille de route économie circulaire et bien sûr donc être en conformité aussi avec la SNBC. Merci, M. Soussana. Donc une question également sur la différence entre les émissions territoriales et l'empreinte carbone. Je vais passer la parole à Mme Masson-Delmotte. J'entendais mal, mais je crois que c'est à moi que vous donnez la parole, c'est ça, pour répondre à la question portant sur l'empreinte. Donc, en fait, ce que je peux préciser, c'est que l'empreinte territoriale par personne des émissions en France, c'est 5,8 tonnes équivalent CO2 par personne et par an. Et l'empreinte tenant compte du transport international et de l'effet net exportation-importation, c'est 9,2 tonnes équivalent CO2 par personne. Donc, c'est environ 60% plus élevé. Et entre 2010 et 2019, la part émissions intérieures, émissions importées est restée proche de moitié-moitié. Donc, si l'empreinte carbone a baissé à ce moment-là, c'est essentiellement du fait des émissions territoriales. Et puis, donc, pour continuer sur l'évolution de l'empreinte carbone, ce qu'on peut aussi dire, c'est que la décomposition par origine de l'empreinte, elle montre que sa réduction future dépendra à la fois de l'évolution du contenu carbone des importations et de la réduction des émissions territoriales. Par exemple, l'intensité en gaz à effet de serre de la production industrielle, elle est actuellement plus faible en France que dans le reste du monde. Et donc, à consommation constante, on peut réduire l'empreinte carbone, même si les émissions de la production industrielle intérieure augmentent. Et enfin, la dernière chose que nous voulions souligner, c'est donc sur les émissions importées, les biens et services qui ont la part d'émissions importées les plus élevées, ça comporte notamment les produits textiles, pharmaceutiques, plastiques, métallurgiques, mais aussi le raffinage, les machines et équipements. Et enfin, donc, on n'a pas les chiffres réactualisés pour 2023 de l'empreinte. Il y a toujours un décalage pour l'analyse des données, notamment de transport. Mais ce qu'on peut souligner, c'est que les émissions des transports internationaux, donc passant par la France, ont augmenté de 10% en 2023 par rapport à 2022, du fait de la hausse des émissions du transport aérien international. Donc ça, c'est un point de vigilance. Merci beaucoup, Madame Masson-Delmotte. Donc, nous allons prendre une autre question sur une question qui est posée sur l'antagonisme entre le stockage de carbone dans les sols agricoles et la décapitalisation du cheptel. Oui, merci. Donc effectivement, vous avez raison de souligner cette question. Pour l'expliciter un petit peu, ce que l'on peut dire, c'est qu'on a des stocks de carbone qui sont importants aujourd'hui dans les prairies permanentes en particulier, plus importants que dans les terres cultivées. Lorsque l'on a une réduction du cheptel, et cela se produit en ce moment particulièrement dans des élevages où on a des agriculteurs qui sont assez âgés, qui voudraient passer à un mode de travail un peu moins contraignant, donc par exemple arrêter d'un atelier laitier,
passer plutôt à un système de grande culture. Dans ce cas-là, ils vont être enclins à retourner les prairies et ceci va se traduire par une perte de carbone des sols. Alors, il y a un certain encadrement qui notamment était présent dans les mesures de la PAC, qui a été, je dois dire, affaibli par la dernière réforme de la PAC suite aux mouvements sociaux des agriculteurs. Et donc, on est dans une forme de contradiction, c'est-à-dire que on a besoin de conserver des stocks de carbone élevés. On constate qu'il y a une décapitalisation des élevages. Cette décapitalisation, eh bien, ça peut réduire des émissions de méthane, hein, mais d'un autre côté, ça peut réduire aussi les stocks de carbone. Donc, de ce point de vue, il est certain qu'il faut poursuivre la réflexion. Il y a des pistes, si l'on avait des prairies qui n'étaient pas directement utilisées, elles pourraient, par exemple, servir à des systèmes agroforestiers. Dans ce cas-là, on aurait un usage un petit peu différent de celui de l'élevage progressivement. On peut mentionner, mais c'est plutôt à titre expérimental, qu'il y a eu des essais pour également utiliser par méthanisation la biomasse aérienne des prairies qui sont extensives, qui sont peu utilisées. Donc, merci pour votre question. Je pense qu'elle demande certainement des réflexions complémentaires. Merci, Monsieur Soussana. Donc, nous allons poser une question maintenant à Madame la Présidente Corinne Lecquéré sur l'usage du CCS et des stratégies pour le développement de l'hydrogène. Est-ce que le HCC peut s'exprimer sur ces deux points? Merci de cette question. Donc, le Haut Conseil pour le climat a publié à l'automne un avis sur la stratégie du gouvernement sur la capture et le stockage de carbone, dans lequel nous avons regardé l'état d'avancée de ces technologies, leurs coûts énergétiques, les potentiels de fuite et la préparation en général du secteur. Et nous avons noté que le CCS peut servir comme technologie d'appoint, pas en remplacement des moyens de décarbonation actuels, mais pour les industries concentrées qui n'ont pas d'autres options. Éventuellement, le CCS, plus tard, pourrait aussi servir avec la bioénergie pour avoir un puits de carbone négatif, mais alors là, dans des quantités très, très limitées et dans les limites des contraintes de l'utilisation de la biomasse qui est très, très demandée. Et donc, le Haut Conseil a regardé de manière quantitative quelle serait la quantité de CCS sur laquelle le gouvernement et la France pourraient s'appuyer dans sa trajectoire de décarbonation. Et nous avons noté qu'à horizon 2030, le potentiel est relativement faible, plus faible que le potentiel visé par les acteurs à l'heure actuelle qui est de 8 millions de tonnes par année, mais plutôt de l'ordre de 2 à 4 millions de tonnes, à savoir que ce potentiel est aussi limité en France par la capacité de stockage pour laquelle nous avons besoin d'éclairage, de plus d'éclairage. Maintenant, à horizon 2030, le potentiel est aussi extrêmement limité. On demande au gouvernement de bien regarder s'il propose une utilisation du CCS et en particulier du BECCS, de le faire seulement dans les limites absolument nécessaires à l'atteinte de la neutralité carbone et dans le respect des contraintes annexes, en particulier de la biomasse. En termes d'hydrogène bas carbone, donc il s'agit vraiment de produire l'hydrogène avec des sources d'énergie bas carbone. Nous n'avons pas fait une analyse aussi détaillée que pour le CCS. Nous notons cependant que la stratégie du gouvernement s'appuie en partie sur l'hydrogène décarboné pour certains secteurs pour lesquels il n'y a pas d'alternative. Et donc, il s'agit aussi dans la même perspective de regarder bien l'ensemble des coûts, et là je parle surtout des coûts en émissions, mais aussi des coûts en énergie supplémentaire demandés pour la production d'hydrogène, et de garantir que la trajectoire d'énergie décarbonée nécessaire à la production d'hydrogène bas carbone sera disponible. Je profite de la question pour mentionner vraiment un point très important que nous avons mentionné dans la stratégie d'énergie. Donc, l'énergie
elle est bien sûr au carrefour, elle doit se décarboner, le carrefour de l'action en France. Le secteur de l'énergie doit lui-même se décarboner, sortir du gaz en particulier, ultra majoritaire, comme Jean-François Souzana le disait. Mais ce secteur doit aussi produire l'énergie décarbonée pour les autres secteurs. Et la stratégie du gouvernement, qui est très, très axée sur le développement du nucléaire, comporte des risques importants qu'on souhaiterait voir mieux pris en compte, en particulier sur la disponibilité d'énergie décarbonée à horizon 2035. Et pour ça, il faut accélérer vraiment beaucoup le déploiement d'énergie renouvelable à cet horizon. Et on a des attentes par rapport au renouvellement de la production pluriannuelle de l'énergie, qu'elle vraiment garantisse la disponibilité d'énergie décarbonée sur tout l'ensemble de la trajectoire et particulièrement sur la prochaine décennie. Je vous remercie. Merci Madame Lequéré. Nous avons une question sur les synergies et les antagonismes entre atténuation et adaptation. Je passe la parole à Madame Masson-Delmotte. Je passe la parole à Madame Masson-Delmotte pour répondre à cette question. Oui, merci. Donc, dans le rapport de cette année, on a examiné ces enjeux. Donc, à la fois en examinant les impacts du changement climatique dans les différents secteurs d'activité, par exemple les effets sur la demande, et d'autre part, on a également abordé la question de l'adaptation dans les différents aspects sectoriels pour justement souligner l'importance d'intégrer ces deux leviers d'action. Et l'angle d'évaluation de la maladaptation, c'est également un angle qui permet d'évaluer sur des options de réponse au changement climatique si elles risquent d'induire des émissions de gaz à effet de serre. Donc ce cadre a été abordé dans les rapports du Haut Conseil pour le climat, mais n'est pas directement mis en œuvre parce qu'on n'est pas encore dans une capacité à effectuer sur la base d'éléments factuels un suivi quantitatif de l'efficacité des réponses d'adaptation mises en œuvre. Mais peut-être Jean-François ou Corinne, vous souhaitez compléter ce volet. Oui, merci Valérie. Je voulais juste ajouter que pour tout ce qui concerne le vivant, il est clair que l'adaptation, c'est la condition nécessaire, pas forcément suffisante, pour l'atténuation. En effet, imaginez une forêt qui dépérit, bah, évidemment, elle ne va pas stocker de carbone. Un sol qui se dessèche, ça va être la même chose. Et s'agissant d'agriculture, il pourrait y avoir des chocs climatiques importants, on en a déjà. Dans ce cas-là, le niveau de production vont baisser, on aura des rendements très faibles et néanmoins, il y aura toujours des intrants, des engrais appliqués, etc. Donc, on aura, sans adaptation, on ne peut pas du tout, pour tout le monde vivant, parvenir à l'atténuation. Beaucoup. Nous avons une question maintenant sur la question, enfin, le lien entre croissance, décroissance et décarbonation à laquelle Madame la Présidente Corinne Lequéré va répondre. Oui, merci pour cette question qui revient beaucoup et qui est très importante. Donc, on voit un début de découplage entre les émissions de gaz à effet de serre et l'économie. À l'heure actuelle, en France et dans plusieurs pays de par le monde, la question, c'est vraiment est-ce qu'on peut respecter les trajectoires actuelles vraiment jusqu'à la neutralité carbone en continuant une trajectoire de croissance très, très forte. Donc, c'est une question légitime. Et en fait, le Haut Conseil pour le climat, dans son cadre actuel, demande que toutes les décisions politiques et économiques soient alignées avec cette trajectoire bas carbone qui nous mène vers la neutralité carbone. Et il s'agit donc de ne pas prendre les décisions économiques séparément des conditions climatiques, mais d'amener une cohérence d'ensemble dans la décision publique.
Dans notre rapport de l'année dernière, nous avions invité le gouvernement à mettre en place une politique économique d'envergure qui permette, qui soit alignée avec la trajectoire vers la neutralité carbone. Nous avons noté cette année qu'il y a eu un effort d'ensemble pour aller dans cette direction-là, mais qu'il y a des conditions aux décisions qui seront éventuellement prises. On pense en particulier à la réindustrialisation de la France qui est portée par le gouvernement, où elle peut être bas carbone à condition que la production en France, elle soit moins carbonée que la production à l'étranger et que la trajectoire de décarbonation, dans ce cas-ci, pour le secteur industriel, soit limitée justement pour répondre à cette trajectoire cette trajectoire du secteur qui va vers la neutralité carbone. Donc, il s'agit ici autant que possible de concilier les enjeux politiques, économiques et sociaux pour nous permettre sereinement d'atteindre les objectifs climatiques de neutralité carbone en 2050 et tous les objectifs intermédiaires, bien sûr. Nous avons une question pour M. Jean-François Soussana sur l'usage, l'intérêt des méga-bassines et le recours à ces dispositifs-là. Oui, merci. Donc, il y a, si vous voulez, on a parlé à l'instant de maladaptation. Il y a des risques de maladaptation lorsque on stocke de l'eau dans un climat où la disponibilité en eau est réduite. C'est ce que l'on a observé au cours des dernières décennies en France, c'est-à-dire que du fait d'une évapotranspiration accrue du fait du réchauffement, on a une disponibilité de l'eau pour la végétation qui est réduite et également une disponibilité réduite pour les hydrosystèmes. Et vous savez à quel point certaines parties de la France ont été touchées par des sécheresses fortes, avec des problèmes d'approvisionnement en eau des villages, des communes. Donc nous sommes vraiment dans cette situation, même s'il y a beaucoup de variabilité, un renforcement de la variabilité du cycle hydrologique avec le changement climatique. Alors, il peut y avoir des efforts de stockage de l'eau, il peut y avoir un stockage de l'eau pour l'agriculture, bien sûr, mais je dirais qu'il faudrait que ce soit encadré par un certain nombre de conditions aux limites. Déjà que ces projets soient compatibles avec les autres usages de l'eau, qu'il s'agisse des hydrosystèmes ou des usages pour l'eau potable, par exemple. Il faudrait aussi que ces projets soient réfléchis en tenant compte du bilan hydrologique du bassin versant et donc qu'ils puissent fournir des services pendant une durée longue de plusieurs décennies. Sinon, on va se retrouver, ce qui est le cas dans certains pays, avec des ouvrages qui sont abandonnés parce que finalement, il n'y a plus de ressources en eau suffisantes. Et bien sûr, c'est essentiel, il faut que l'agriculture se prépare à ces sécheresses, à ces chocs climatiques, pas simplement en créant des retenues d'eau, mais aussi en envisageant des changements structurels qui permettent d'avoir une sobriété en eau pour l'agriculture. Donc je crois qu'il y avait une autre question sur l'énergie également, si j'ai bien compris. Une question sur les synergies antagonismes entre foncier agricole et énergie. Oui, alors il faut commencer par dire que l'agriculture moderne dépend largement des énergies fossiles. Elle en dépend pour le machinisme agricole, elle en dépend un petit peu indirectement pour les engrais azotés. Donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, on a une dépendance qu'il faudrait absolument faire évoluer dans l'esprit de la décarbonation. Le rapport indique que pour l'instant, il n'y a pas tellement d'alternatives en termes de machinisme agricole. Cela suppose des efforts d'innovation, cela suppose des investissements dans la filière pour avoir, par exemple, un machinisme léger qui puisse être électrifié et puis un machinisme lourd qui puisse utiliser d'autres types de carburants qui ne soient pas fossiles. Alors on peut penser que ce soit à l'hydrogène vert ou que ce soit à du gaz naturel, mais d'origine donc méthanisation. Pardon, je pense que le gaz naturel, c'est du gaz d'origine méthanisation. Donc ça, c'est les enjeux que l'on a dans le secteur.
il y a besoin donc de trouver des évolutions qui soient compatibles avec la trajectoire de décarbonation, sachant que l'agriculture est aujourd'hui le second secteur pour les émissions nationales et bien sûr, puisque les autres secteurs ont une trajectoire de décarbonation assez rapide, en tout cas plus rapide souvent que celle de l'agriculture, il y a une probabilité importante que l'agriculture devienne le premier secteur, ce qui focalisera beaucoup d'attention et nécessairement beaucoup d'efforts pour atteindre la décarbonation. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole à Madame Sophie Dubuisson-Kellier pour une question sur la transition juste. Un internaute qui nous demande si les questions de justice climatique, de transition juste sont prises en compte dans nos analyses et qui sont les personnes vulnérables. Oui, merci. Oui, alors les dimensions de transition juste sont complètement prises en compte par le Haut Conseil. En revanche, on voit qu'au niveau des politiques publiques, c'est à un niveau encore insuffisant. La question de la vulnérabilité est très importante, surtout dans un contexte où les impacts du changement climatique croissent très vite et en tous les cas plus vite que les moyens qui sont mis en œuvre. Donc on a des formes de vulnérabilité qui sont liées aux différentes expositions qui sont très inégales selon la population, donc inégales ces expositions aux impacts du changement climatique. Bien sûr, on sait qu'un certain nombre de personnes sont plus vulnérables. On pense aux jeunes enfants, on pense aux personnes isolées, aux femmes enceintes, on pense aux revenus les plus modestes, aux précaires. Effectivement, ces personnes sont particulièrement concernées, mais en fait, les impacts touche bien au-delà. Il faut d'abord penser aux propriétaires qui sont propriétaires de maisons qui sont aujourd'hui touchés par des problématiques de retrait, gonflement des argiles qui font craquer leur maison. On pense aussi à certaines activités économiques qui vont être impactées par ce changement climatique parce que la ressource en eau va diminuer, parce que les fortes chaleurs vont être des handicaps pour mener ces activités. On pense aussi en agriculture, à certaines exploitations dont on sait qu'elles sont déjà extrêmement touchées. On peut penser aussi à certains travailleurs exposés aux fortes chaleurs, travailleurs du bâtiment, des travaux publics, de l'industrie. On peut penser aussi aux effets en fait de ce changement climatique sur les infrastructures, par exemple les infrastructures routières. Et là, pour le coup, tout le monde est concerné. Donc, on voit bien que ces impacts du changement climatique touchent tout le monde très largement, et ça nécessite en fait des actions assez rapides et en tous les cas de grande portée pour pouvoir protéger les populations face au changement climatique. Merci beaucoup. Dernière question pour Madame Corinne Lequéré sur le stockage de dioxyde de carbone dans les océans. Merci. Donc, effectivement, l'océan stocke au niveau global environ un quart des émissions de gaz à effet de serre global, mais ce stockage de carbone dans les océans, comme il ne résulte pas d'une action de managériale du gouvernement, il ne compte pas comme étant un stock de carbone parallèlement au stock de carbone ou à l'augmentation du puits de carbone dans les forêts, où ce puits de carbone résulte en grande partie de la gestion des forêts et de la gestion des forêts en général. Et donc, ça se passe assez différemment. C'est un processus naturel qui répond à l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère. On a bien sûr, par contre, des impacts vraiment très importants du changement climatique dans la zone côtière. On a noté dans notre rapport les vagues de chaleur marine qui avaient des implications importantes sur les écosystèmes marins qui peuvent aussi cascader jusqu'à avoir des effets de domino jusqu'au puits de carbone marin. Mais on a simplement effleuré la question à l'heure actuelle. Il y aurait un travail supplémentaire à faire, mais c'est un travail de recherche du coup et non pas un travail de gestion à l'heure actuelle. Il y a aussi les dimensions de côtière où on peut, dans une certaine mesure, de manière très limitée, gérer les écosystèmes marins côtiers pour augmenter le puits de carbone côtier. Mais ce stock de carbone, il n'est pas inclus à l'heure actuelle dans les inventaires d'émissions et de puits de carbone de la France ou de n'importe quel pays. Donc, je vais m'arrêter là pour la question.
On passe. Merci beaucoup. Donc, nous passons à la conclusion de cet événement. Je rends la parole à Madame la Présidente Corinne Lecquéré. Merci. Donc, avant de terminer, je remercie déjà d'abord toutes les personnes et organisations qui ont fourni des données et apporté des éclairages utiles à l'élaboration de ce rapport. Les constats présentés s'appuient en particulier beaucoup sur le rapport secterne du CITEPA, que je remercie sincèrement. Je remercie aussi toute l'équipe du secrétariat du Haut Conseil pour le climat pour l'analyse rigoureuse qui a été faite et Sylvain Mondon, que vous avez entendu aujourd'hui, qui a dirigé l'élaboration de ce rapport. Finalement, je remercie les membres du Haut Conseil pour le climat dont la première mandature se termine avec la publication de ce rapport annuel pour le travail non seulement cette année, mais bien sûr tout le travail accompli depuis 2019. Je félicite de tout cœur Jean-François Souzana et je me réjouis de sa nomination à la présidence du Haut Conseil pour le climat, ainsi que les 12 membres qui ont été nommés membres pour la seconde mandature. J'invite maintenant Jean-François Souzana à dire quelques mots et à clore la session d'aujourd'hui. Voilà, merci. Je voudrais remercier très sincèrement Corinne Lecquéré pour son action à la tête du Haut Conseil pour le climat pendant la première mandature. Et je voudrais remercier tous les membres, les anciens, les nouveaux, pour, disons, leur engagement dans ce travail qui est important, je crois, et ainsi que toute l'équipe du secrétariat sur laquelle nous pouvons compter. Et je vous donne donc rendez-vous pour de nouveaux rapports que nous serons amenés à produire et j'espère que nous pourrons ainsi continuer nos échanges, notre débat. Merci et à très bientôt. Au revoir.